Et de la baisse des aides américaines, mais aussi de cet ouvrage que l'AFD publie chaque début d'année, l'économie africaine 2026. On en parle avec Thomas Melogno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste de l'AFD, l'Agence française de développement. Alors on l'a vu un petit peu, mais dites-nous quel est l'impact de la baisse des aides américaines en Afrique ? Je crois que les reportages étaient assez parlants. USAID, ça représentait 42 milliards de budget par an. Et notamment, on l'a vu, la coopération américaine était très présente dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine de l'aide alimentaire, comme on le voyait dans le reportage. Et donc ce qui s'est passé sur le continent africain, c'est une baisse très importante de l'aide américaine. C'est vrai aussi, si on est tout à fait honnête, d'une partie de l'aide européenne, de l'aide internationale. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en début aussi, et de l'aide française, il ne faut pas le cacher non plus. Et c'est clairement dans le budget. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en début d'année 2025, c'était la grande période d'Elon Musk, la tronçonneuse, l'ère de la tronçonneuse. Il y a eu donc la fin du USAID et un grand trou d'air quand même. C'est ça qui s'est passé au cours de l'année 2025. En fin d'année quand même, l'administration américaine qui revient avec une ambition qui semble plus importante. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé des accords très importants, par exemple dans le domaine de la santé au Kenya. C'est peut-être aussi une leçon à en tirer après une phase de très fort retrait et des conséquences qu'on voit, un réinvestissement dans la coopération internationale. Peut-être pas exactement dans les mêmes termes quand même. Les Américains vont privilégier par exemple plutôt les maladies transmissibles, parce qu'ils considèrent que c'est leur sécurité nationale qui en dépend, se protéger contre des virus. Donc ce ne sera pas la même coopération américaine, mais on constate néanmoins une forme de réinvestissement. Néanmoins, je ne pense pas que ça compensera l'ampleur des baisses qu'on a observées au début de l'année 2025, avec des conséquences sociales comme celles qu'on a pu voir dans les deux reportages. Et pour donner quelques chiffres, en décembre, votre organisation, l'AFD, expliquait à l'AFP que l'enveloppe destinée à l'Afrique avait été sabrée d'un tiers à 4 milliards d'euros en 2025 contre 6 milliards l'année d'avant. Est-ce que ce n'est pas justement le moment pour la France d'investir face aux coupes américaines? Alors, deux choses. D'abord, on le voit à travers ces reportages, il y a eu beaucoup de résultats dans le passé. Dans la lutte contre le sida, par exemple, le nombre de morts a été divisé par 4. Où on voyait des images d'enfants en très grave danger. La mortalité infantile a été divisée par 3 en Afrique. Donc ça, c'est ce qu'on a pu obtenir comme résultat grâce au budget de la solidarité internationale dans le passé. Maintenant, est-ce qu'on pourra compenser? Il faut donner peut-être les ordres de grandeur. 42 milliards d'euros, c'était le budget de l'USAID. Le coût total de l'AFD, pour les prêts et les dons, tout confondus, c'est de l'ordre de 1 milliard. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc il ne faut pas faire croire qu'on peut se substituer. Pour autant, ce qu'on essaie de faire, c'est avec les ressources dont on dispose, de faire de l'effet de levier, d'avoir les résultats les plus importants. Donc vous l'avez dit, sur le continent africain, grâce aux prêts et grâce aux dons, on peut arriver à quasiment 4 milliards d'euros d'activité, c'est-à-dire beaucoup de projets un peu partout sur le continent pour aider à le dynamiser. Bon, maintenant, on sait les difficultés budgétaires en France, donc c'est la politique de développement a pris sa part dans la réduction du déficit. Et les économies africaines ont continué à croître en attendant, malgré donc, ces chocs globaux. C'est ce que vous avez constaté dans votre livre. Comment vous l'expliquez ? Alors c'est vrai que les médias ont tendance à couvrir plutôt les crises, ce qui ne va pas, et on l'a vu encore à l'instant. Mais c'est un message toujours encourageant et d'espoir. Quand on regarde la croissance du continent africain, pour l'année 2026, l'année qui s'ouvre, elle devrait être à peu près au même niveau que la croissance de l'Asie. Donc quasiment 4,5% d'augmentation nette du PIB. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de pays qui sont des locomotives aujourd'hui, où l'investissement est important, où c'est vrai dans le capital humain, la population et dans les infrastructures. Et Lesquels, par exemple? Alors on peut regarder dans le top 10. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Kenya, le Bénin, par exemple, qui sont des pays assez diversifiés. Le Rwanda, dont on parlait plus tôt, qui arrive à avoir des taux de croissance supérieurs à 6% par an. Et ce n'est pas forcément un secteur, une ressource qui tire leur activité économique, c'est un ensemble de secteurs, et puis il faut évidemment une bonne gestion qui permet d'atteindre ce niveau de croissance qui est vraiment important et parfois surprenant quand on ne regarde que ce qui ne va pas. Donc voilà, on a envie peut-être d'avoir un regard optimiste. On reviendra peut-être sur les défis, mais quand même la tendance d'ensemble, c'est oui, il y a une émergence progressive sur le continent africain malgré les défis. Et avant de venir sur les défis, vous soulignez aussi que l'essor de la finance islamique reflète l'arrivée des pays du Golfe dans le financement africain. Ça aussi, c'est un impact. Alors c'est vrai plutôt dans certaines régions que dans d'autres. C'est vrai plutôt dans la Corne de l'Afrique. Si on regarde les problématiques financières, c'est la septième édition de l'économie africaine. On a parlé régulièrement des sujets d'endettement. Cette année, on voit que dans le top 10 des pays qui ont la plus forte croissance,
eh bien, des États qui ont réussi à restructurer leurs dettes ressortent très favorablement. C'est le cas de l'Éthiopie ou de la Zambie, par exemple, qui avaient des problèmes d'endettement, qui ont eu une dette restructurée grâce à l'action très importante d'ailleurs du Club de Paris et qui retrouvent aujourd'hui de l'oxygène. Donc c'est la preuve que les sujets de financement, quand on les prend au sérieux, et ça permet de stimuler l'investissement et donc de retrouver un niveau de croissance plus élevé. Et quelles sont alors les grandes tendances, les défis concernant l'économie africaine 2026 ? Alors là, j'ai insisté au début plutôt sur les messages positifs, le dynamisme, mais il y a aussi des défis qui sont très importants. La jeunesse, c'est un grand atout pour le continent africain, mais ça va créer aussi une pression énorme pour créer suffisamment d'emplois pour que les jeunes Africains puissent exprimer leur potentiel. On cite quelques chiffres dans le livre. Sur le seul Nigeria, par exemple, sur un pays, d'ici à 2040, il faut créer 93 millions d'emplois pour que les jeunes trouvent un emploi, ne soient pas au chômage. Un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on parlait à l'instant également, 13 millions d'emplois à créer d'ici à 2040. Donc on voit qu'il y a un grand potentiel, mais potentiellement aussi un risque social majeur si ces jeunes ne trouvent pas d'emploi. On a vu tout au long de l'année 2025 la génération Z qui a des exigences, a des talents, mais s'attend aussi à pouvoir les exprimer. Donc ça, c'est à la fois un atout, mais c'est un peu ambivalent, parce que si les emplois ne sont pas à la clé, si les formations ne sont pas au bon niveau et de la bonne qualité, alors il risque d'y avoir un chômage des jeunes qui va poser problème, comme on l'a vu dans d'autres pays. Alors vous dites aussi qu'il n'y a pas de crise de la dette généralisée, c'est-à-dire ? La situation de l'endettement est à peu près stable en ce moment. Quand on regarde la dette africaine exprimée en pourcentage du PIB, c'est comme ça qu'on fait, c'est à peu près 60% de la richesse nationale. Et ça, c'est à peu près stable. Maintenant, il y a des divergences. J'ai parlé des pays qui ont réussi à se désendetter. Ce qu'on a vu en 2025, il y a eu, comme vous le savez, une révélation d'une dette cachée au Sénégal, qui est héritée du précédent régime. Et c'est vrai un défi très, très central pour l'actuel gouvernement, qui va devoir absorber cette dette plus importante. Et on voit déjà que ça a un impact sur le niveau d'activité économique qui est un peu ralenti à cause de cette dette. Donc là, vous voyez, la situation est un peu hétérogène sur le continent. Certains qui arrivent à s'en sortir, d'autres qui vont devoir affronter une situation plus défavorable qu'on ne le pensait. Alors on sait que l'AFD veut apparaître comme une agence de développement, mais beaucoup en Afrique vous voient comme un instrument du rayonnement français. Est-ce que vous comprenez cela ? Non seulement on le comprend, mais en fait on l'assume. C'est-à-dire que l'AFD, c'est un instrument, c'est un outil, une agence qui appartient au gouvernement français. Et donc on essaye de vraiment répondre aux besoins de nos partenaires en Afrique, mais aussi on est un acteur qui entraîne des intérêts économiques et stratégiques français. Donc ça c'est une vérité, je pense qu'il ne faut pas du tout la cacher, sinon ce serait mentir. Et puis il faut aussi faire confiance à nos partenaires africains pour trouver leur intérêt. Mais je vais prendre un exemple. Cette année, on a financé, avec une entreprise française Eramet, mais aussi le gouvernement du Gabon, une rénovation du train transgabonais. C'est intéressant pour la France. Il y a un intérêt qui est lié au manganèse, un des métaux critiques pour la production de batteries, mais c'est évidemment aussi dans l'intérêt du Gabon qui a des emplois, des moyens de transport pour sa propre population. Donc on assume très bien de trouver des dossiers qui sont intéressants pour nos partenaires, et à la fin, c'est eux qui acceptent ces investissements, et même qui les souhaitent, et puis c'est aussi un intérêt français. Donc oui, vous avez raison, et non seulement on n'en a pas honte, mais il faut le reconnaître. Je crois qu'on pourrait nous reprocher d'avancer de manière cachée. Non, on a des intérêts stratégiques, le continent africain aussi, et on essaie de trouver des terrains d'intérêt mutuel. Thomas Melogno, merci, chef économiste de l'AFD, co-auteur de l'économie africaine 2026 aux éditions La Découverte.